Accord, désaccord avec Guillaume Durand. Ils sont l'un et l'autre deux figures du monde judiciaire. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour. Bonjour Henri Leclerc. Bonjour. Philippe Bilger, donc, qui est plutôt classé à droite, il le sait. Donc ce n'est un mystère pour personne. Et Henri Leclerc, qui est plutôt classé à gauche, il le sait. Je suis ravi de vous accueillir tous les deux, car on va pouvoir parler du bilan judiciaire de Madame Taubira, parce que les gens n'y voient pas très très clair dans ce domaine. C'est un domaine que vous connaissez bien l'un et l'autre. On va commencer avec vous, Philippe Bilger, parce qu'on sort de Karine Berger qui a défendu le bilan de Madame Taubira. Vous l'avez toujours attaqué, comme Dominique Perben tout à l'heure à 7h50, qui a été garde des Sceaux. Pour quelles raisons précises ? D'abord, j'attendais beaucoup d'elle, parce que par comparaison avec les gardes des Sceaux du quinquennat précédent, on avait l'impression qu'elle ne pouvait faire que mieux. Et en réalité, quand je considère le bilan de la ministre, entendons-nous bien, je trouve qu'il est incroyablement mince. Il y a le mariage pour tous, qui n'est pas, à proprement parler, une réforme judiciaire. Et puis, on en a pratiquement terminé, puisque il n'y a que la contrainte pénale qui, de mon point de vue, est Alors, une... il faut expliquer ce que c'est pour les gens, parce qu'ils ne savent pas toujours. C'est quelque chose qui constituait, pour moi, une sorte de clone du sursis probatoire, même si la loi en a fait une sanction autonome. Je la jugeais superfétatoire et inutile, et de fait, elle a été très peu utilisée par les magistrats. Et puis, nous avions le projet de loi sur la réforme des mineurs, qui sera peut-être, je n'en sais rien, soutenu par le nouveau garde des Sceaux. Alors, autour de ce bilan incroyablement mince, il y a beaucoup de verbes. De mon point de vue, il y a beaucoup d'arrogance et de mépris, mais il n'y a pas, je pense que aucun garde des Sceaux ne pourra, à la fin de son mandat, avoir un bilan aussi mince, quelles que soient les difficultés. Mais est-ce que c'est lié, après Henri Leclerc va vous répondre, est-ce que c'est lié à la contrainte qui est la contrainte extérieure, c'est-à-dire l'absence d'argent et en même temps l'environnement terroriste qui rend toute version, j'allais dire, assouplissante de la politique judiciaire quasiment intenable à l'égard de l'opinion publique? Vous avez raison sur le dernier point. Il est certain que l'année 2015 a pratiquement contraint Christiane Taubira d'être sur une touche dont elle n'était pas responsable. Mais pour le reste, je pense que elle a payé la rançon de son incroyable qualité verbale dans une classe politique gauche-droite confondue qui ne sait plus parler, et elle a cru que son verbe pouvait lui tenir lieu de politique. Et je dirais que c'est la rançon d'une qualité qu'on lui a tous reconnue, mais qui n'existe dans sa splendeur que parce qu'autour d'elle, franchement, il y a des médiocres sur le plan de l'oralité. Et blanc. Henri Leclerc, est-ce que vous considérez justement que ce bilan... Je viens de constater qu'il remarquait d'abord que ce n'était pas une médiocre. Ce qui n'est pas le propos classique. Et je pense que la violence avec laquelle un certain nombre de personnes ont parlé d'elle, les rires amusés d'un certain nombre de ceux qui entendaient l'ignoble en ce qui la concerne, doivent déjà amener à réfléchir. Le deuxième point, c'est que elle a fait ce qu'elle pouvait faire, sans doute. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'un ministre de la Justice ait une autonomie suffisante, indépendamment des autres contraintes gouvernementales, pour présenter un certain nombre de choses. Alors, elle a présenté un certain nombre de choses. Alors, il y a des choses extraordinaires. On avait avant des ministres de la Justice qui étaient à l'écoute des réactions du président de la République et les lois qu'il proposait. C'est vrai, chaque fois qu'il y avait un fait divers, on proposait une loi. Ça, c'était la réponse au fait divers par une loi. D'ailleurs, elle a cédé à ce travers. Je rappelle les lois sur le terrorisme. Enfin, on oublie qu'elle les a fait voter, elle aussi. La loi sur le terrorisme de la loi sur le renseignement, elle disait qu'elle était contre. La loi sur le renseignement, elle disait qu'elle était contre un certain nombre de dispositions. Moi, j'étais contre aussi. Bon, très bien. Urvoas, c'était pour. Finalement, la loi sur le renseignement, elle est passée alors qu'elle était garde des Sceaux. Elle l'a signée quand même. Bon. Et de toute façon, donc, les choses que réalise un ministre de la Justice, c'est celles qu'on lui permet de réaliser. Alors, la loi sur la contrainte pénale, ce n'est pas seulement la loi sur la contrainte pénale. Je rappelle que c'est l'abolition des peines planchers. Ce qui est une promesse, Moi, je le dis tout de suite, je ne suis pas pour une démocratie des sondages. Je crois aux élections. François Mitterrand avait promis le mariage pour tous.
Il avait promis l'abolition des peines. François Hollande, pardon, excusez-moi. Il l'aime beaucoup, certes. Non, mais attendez, ça, vous voyez, vous parliez de mon âge tout à l'heure, ce sont des petites confusions neuronales qui ne sont pas d'une gravité extrême. Alors, François Hollande avait promis d'abroger le mariage pour tous. Il avait promis d'abroger les peines planchées. Elle l'a fait. Ce n'était pas si facile. Elle a donc fait ce pourquoi les gens ont voté. Déjà. Elle a des faits. Comment ? Elle a des faits. Comment elle a des faits ? Elle a des faits. Enfin, les peines planchées étaient une abomination pénale. On sait très bien que les peines planchées étaient en train de créer une situation qui était une situation absolument impossible. Il faut rappeler donc que les peines planchées, ce sont des peines qui sont qu'on peut considérer comme incompressibles pour des gens. Voilà, et qui altérait un petit peu la liberté du magistrat. Qui altérait la liberté du magistrat en augmentant... Attendez-moi finir. Oui, bien sûr. En augmentant le nombre des peines, et il était dans le programme de celui qui a été élu président de la République de les abroger. Bon, elle les a abrogés, et en même temps, elle a proposé une autre forme de politique pénale, c'était la contrainte pénale, effectivement, dont on ne sait jamais, d'ailleurs, une réforme pénale, ce qu'elle sera au bout de quelques années. Donc, il faut attendre que les magistrats s'y habituent. C'est le deuxième point. Et troisième point, elle a fait voter quand même une petite réforme du Conseil supérieur, une réforme en ce qui concerne les instructions individuelles données au parquet. C'est elle qui l'a fait voter. Elle n'a pas pu faire voter la réforme du Conseil supérieur de la magistrature parce que la droite ne l'a pas voulu. Bon, il faut le constater. Elle a des projets, elle avait un projet très important sur la réforme du droit pénal des mineurs, mais le calendrier parlementaire, les possibilités gouvernementales, et le problème est là, c'est que Christiane Taubira était dans un environnement gouvernemental où les réformes de la justice n'étaient pas considérées comme prioritaires. Je crois, là où je ne suis pas d'accord avec Henri Leclerc, lorsqu'il dit « En général, j'admets bien volontiers qu'un garde des Sceaux a du mal parfois à imposer ses projets à un pouvoir qui n'en veut pas forcément. » Mais quel est le dernier qui, de ce point de vue-là, déroge à la loi que vous venez d'évoquer tous les deux ? J'en vois pas beaucoup, parce que Rachida Dati elle-même n'a fait que mettre en musique... Ça va de son maître, enfin. Voilà, absolument. N'a fait, alors qu'elle bénéficiait, au moins dans les premiers temps, d'une autonomie qui aurait pu lui permettre de faire plus. Mais Christiane Taubira... Pardonnez-moi, parce que pour moi c'est un peu stupéfiant, vous n'arrivez pas à trouver un nom d'un garde des Sceaux qui réussit à faire mener une politique pénale qui soit, comment peut-on dire, autonome et grandiose, quoi. Peut-être, sans que j'ai été fanatique de Perben, je dirais qu'il a été relativement libre dans l'élaboration d'une politique pénale. Mais pour revenir à Christiane Taubira, s'il y a un garde des Sceaux qui avait une latitude politique et technique pour mettre en œuvre pendant plusieurs années les réformes qu'elle projetait, c'était bien elle. La meilleure preuve en est que l'incroyable indépendance et liberté dont elle a pu user jusqu'au bout. Parce que elle démissionne, certes. Il faut imaginer que si elle n'avait pas démissionné, eh bien on serait resté sur la ligne. Si, parce que Guillaume Durand, il y a encore 8 jours, le gouvernement se félicitait de l'heureuse dissidence qu'elle représentait au sein d'un gouvernement. Et donc, si elle n'avait pas démissionné... Je me souviens d'avoir été, il y a eu 10 jours, avec Manuel Valls dans une déclaration au CRIF, où il a dit, à un moment où on lui posait clairement la question, il a dit, il va falloir, à propos évidemment des débats parlementaires qui arrivent sur la déchéance, il va falloir qu'elle prenne ses responsabilités. Donc, il n'était pas du tout en train de se gargariser de cette dissidence. Je ne dis pas. Il lui suggérait vivement de prendre la porte. Oui, mais n'empêche que lorsqu'elle a manifesté son opposition, encore une fois, après Alger, à la déchéance de nationalité, eh bien... la parole publique a été de dire elle nous apporte une richesse. Et donc, si elle n'avait pas démissionné, on aurait continué à supporter un pouvoir dans le trouble et dans l'équivoque. Nous sommes en direct avec Philippe Bilger et avec Maître Henri Leclerc, pour le repréciser, pour ceux qui prennent évidemment l'antenne en cours de route, et nous parlons du bilan à la fois politique et judiciaire de Madame Christiane Taubira qui a quitté le gouvernement. Tout à l'heure, Karine Berger disait, finalement, attention à cette idée qu'elle pourrait rejoindre, disons, le peuple de la gauche pour participer à une campagne électorale ou mener une campagne présidentielle ou combattre François Hollande. Karine Berger y voyait plutôt la possibilité qu'un accord soit intervenu avec François Hollande et qu'elle se retrouve peut-être au Conseil constitutionnel. Ça vous paraîtrait, Philippe et Henri Leclerc, comment ? Logique ? Ça me permettrait
a encore une très grande habileté du président de la République. Parce qu'effectivement, se débarrasser d'un problème politique que représente actuellement Christiane Taubira, je ne sais pas du tout quelles sont les envies, les aspirations, ce qu'elle va faire, ce que va faire la gauche, tout ça me surprend quelquefois, je ne sais pas où on en est. Mais le fait de la mettre au Conseil constitutionnel si jamais il y a une alternance à droite, l'empêcherait de parler définitivement. Donc ça serait ça serait pas de. Et puis si jamais il y a une alternance, ça l'a mis dans les pieds de la droite. Très belle promotion. On met au constitutionnel quelqu'un qui représente les valeurs et en même temps il n'y a plus l'expression politique. Bon, écoutez, ça ce sont des idées. C'est pas du tout le problème qui nous est posé. D'ailleurs, à mon avis, le problème qui m'est posé à moi, ce n'est pas celui de l'avenir de Christiane Taubira. C'est l'avenir de ce qu'est, par exemple, je pose une question à M. Urvoas, qui est un homme très compétent, qui connaît très bien ses dossiers. Je pose une question. Qu'est-ce qu'il va faire de la réforme des mineurs qui est prête au ministère de la Justice? Alors, il faut rappeler, la réforme du droit des mineurs. Rappelons ce qu'il y a dans cette réforme. Rappelons ce qu'il y a, Maître Henri Leclerc et Philippe Bilger dans cette réforme, parce que beaucoup de gens sont quand même pas forcément, connaissent pas le détail des projets de loi. Qu'y a-t-il dans cette réforme? C'est une réforme qui reprend complètement le droit des mineurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui réécrit l'ordonnance de 1945 en termes plus modernes, car cette ordonnance de 1945 est un des plus grands textes de notre droit pénal, qui a été faite dans la ligne du Conseil national de la résistance et dans la projection de ce qu'avaient été les travaux, y compris d'ailleurs au moment de Vichy, en ce qui concerne le droit des mineurs. C'est-à-dire qu'il s'agit d'ordonner les choses pour avoir un droit des mineurs qui soit un droit dans lequel reste l'essentiel, c'est-à-dire que la première préoccupation est celle de la réinsertion, de la rééducation et de l'avenir des mineurs, et la deuxième est de la répression et l'organisation de cette répression. Le problème, c'est de le réécrire complètement. Sur le premier point, moi j'ai cru, et apparemment ça n'est pas exact, que François Hollande avait maintenu contre l'évidence Christiane Taubira comme garde des Sceaux pour éviter qu'elle se représente en 2017. Apparemment, j'ai lu dans le cadre d'une émission qui est terminée qu'elle aurait dit qu'elle n'avait pas du tout l'intention de participer à la primaire de la gauche. Une émission de Denisot. Voilà, exactement. Sur le projet de loi mineur, moi je le trouve très mauvais. Pour deux raisons. D'abord parce que il amplifie l'éducatif au détriment du répressif, alors que tout le monde est accordé sur le fait que depuis 45, les mineurs ont radicalement changé de nature. Pas tout le monde, pas moi. Oui, certains mineurs, alors si vous voulez, ont radicalement, et deuxièmement, je pense que la réforme, la disposition phare de ce projet de loi, qui est la césure entre la culpabilité, le débat sur la culpabilité et le débat sur l'évaluation de la peine, avec une distance considérable, est absurde par rapport à la minorité qu'elle sera appelée à juger. Merci à tous les deux. Je suis d'un avis complètement opposé. Vous l'avez compris. Maître Henri Leclerc et Philippe Bilger, donc merci d'être venus ce matin pour éclairer donc les auditeurs de Radio Classique sur ces dossiers ô combien importants qui représentent donc la justice en France. 8h57, nous avons rendez-vous avec Ève Ruggieri.